l'actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto en compagnie de Louis-Philippe Dubé, Hugues Gonneau. Bonjour messieurs. Salut tout le monde. On va recevoir un gars bien intéressant tantôt. Oh oui. Terry Maxwell, qui est le fondateur de SLP Canada, celui à qui on doit les Camaro SS, les Trans Am WS6 qui ont été fabriqués chez nous au Québec. N'eût été de cet homme, elle n'existerait pas. Exactement. Alors, on va parler avec lui un peu plus tard. On va parler aussi de ce que moi j'appelle le Nissan Mitsubishi Roguelander, mais toi tu le nommes différemment. Roguelander. Mais un Roguelander, on l'a. Roguelander, on l'a. Ça se dit bien. C'est ça. Fait que, on va parler de ce véhicule-là aussi, de la Kia V4 que j'ai conduit un peu plus tôt cette semaine. D'abord, Hugues, tu vas nous parler de... Les origines de la Lincoln Continental. Ah, OK. Fait que, on va reculer un peu plus loin, derrière. Maison. Quelques actus pour commencer. Kia Seltos 2027, on a vu les premières images dévoilées. Il est magnifique, honnêtement. C'est rare que vous allez m'entendre débordant d'enthousiasme pour un VUS compact, mais je trouve qu'en termes de design, c'est totalement réussi. Et la bonne nouvelle, c'est que ça va arriver avec une variante hybride. On ne confirme pas chez Kia Canada l'arrivée de l'hybride pour la première année modèle ici en Amérique du Nord. Mais on peut s'imaginer que ça va arriver dans la mesure où les rumeurs s'intensifient aussi quant à l'hybridation d'une Kia K4. Alors, la logique, ça serait qu'on retrouve une motorisation hybride autant sous le capot du Seltos que de la Kia K4. Et c'est un véhicule qui, sur le plan du look, disons, est pas mal plus intéressant, aguichant que ce qu'on va retrouver chez Toyota avec une Corolla Cross, Honda avec un HR-V. Oui, on voit que c'est une évolution du modèle actuel, mais avec un niveau de raffinement qui est pas mal plus intéressant. Ben oui, on va piger un peu dans le catalogue EV, puis dans les utilitaires chez Kia, comme le Telluride, on fait une espèce de mix des deux pour le style, puis c'est des styles qui sont réussis. On se démarque, comme tu as dit, là, des marques japonaises. On a les mêmes motorisations pour le moment. Le véhicule est évidemment un petit peu plus gros, il faut le mentionner, évidemment, que le Seltos sortant. Mais tout ce qu'on sait sur les améliorations techniques, c'est que la variante hybride va être équipée de la technologie Vehicle to Load, V2L, qui veut dire qu'on va pouvoir charger recharger ou faire alimenter des accessoires à l'extérieur du véhicule. Fait que ça, c'est intéressant. C'est un petit teaser là, des technologies qu'il va y avoir du côté de l'hybride. C'est intéressant, mais en même temps, là, on va être honnête, là. On en parle depuis des années, là, le fait de pouvoir inverser la charge d'une batterie, d'un véhicule hybride ou électrique. Qui se sert de ça? Je me suis toujours posé la question. C'est comme dans les équipements qui sont axés pour l'aventure, dans les véhicules, on en met. Je vais te dire, il y a des nouveaux modes de conduite pour la Seltos, pour celui-là. On ajoute les modes neige, boue et sable. Alors, tout le monde va en Seltos dans la boue et le sable. En fait, la question la plus importante, la question fondamentale, est-ce que les écrans sont plus grands? Oui, c'est ça. Moi, j'ai hâte qu'on lance le mode pavé uni. Je trouve que ça manque aussi. Oui. Ça serait intéressant de pouvoir avoir ça. Pour la Rive-Nord. Hein. C'est ça. Exactement. Alors. mais bref, on va vous tenir une nouvelle génération pour qui va arriver l'an prochain comme modèle 2027. Alors, ça va être un véhicule à surveiller. Volvo, alors là, c'est toute une situation qu'on apprend chez Volvo cette semaine. D'abord, avec le départ, la non-arrivée, devrait-on dire, du EX90 qui finalement ne sera pas vendu chez nous. Écoute, je n'ai vu un, là, moi, qui roulait à Montréal. C'est un véhicule qui a eu des problèmes. Hein, les gens se plaignaient des problèmes. Un véhicule qui n'était pas fini. Moi, c'est une photo que j'ai prise au premier essai de ce véhicule-là. Et il y avait toutes sortes de systèmes électroniques qui ne fonctionnaient pas. Il avait été sorti du four un petit peu trop tôt là, avant de le lancer. Évidemment, il est assemblé aux États-Unis, ce véhicule-là. Et puis, si on regarde la part de composantes qui assemblent le véhicule, il n'y en a pas assez pour justifier, selon les règles de l'ACEUM, de l'importer au Canada. C'est simple comme ça. 50% des composantes sont faites aux États-Unis puis au Mexique. Et l'autre, le restant, c'est fait en Chine. Donc, c'est très compliqué avec les contre-tarifs de l'importer au Canada. Donc, Volvo a pris la décision. Ils vont être tarifés sur la portion
qui ne respecte pas les critères de l'ACA, mais c'est trop gros pour un véhicule de ce prix-là, de justifier de l'importer. Oui, parce que là, on parle d'une machine de 120, 130, exactement. 140 000. Là. Donc, c'est des gros tarifs. Là. Alors, c'est un Volvo qui n'arrivera pas. Et ça vient s'ajouter à l'autre nouvelle qu'on a appris cette semaine, c'est-à-dire que Volvo Canada choisit de retirer du marché le EC40, qui était connu sous le nom de C40 il y a quelques années. Oui. Alors ça disparaît du marché canadien uniquement. Le EX40, lui, se voit disparaître dans les versions Core et Ultra. Et il ne restera donc que le EX40 de base et le EX30 qui, lui, voit ses prix coupés. On va y revenir. La raison pour laquelle on coupe ces modèles-là, on les élimine, c'est un peu en réponse à l'espèce de concurrence déloyale causée par le programme Rouler vert du gouvernement du Québec qui discrédite les produits Volvo ou qui les rend non admissibles aux subventions, même si les subventions sont rendues symboliques, là, parce qu'à partir du 1er janvier, c'est 2 000 Ouais. Mais ces véhicules-là sont non admissibles alors que plusieurs véhicules de la compétition, incluant le Q4 e-tron, par exemple, sont encore admissibles et pourtant vendus à prix égal ou plus élevé. Alors, c'est vraiment une protestation. Aussi le fait que Volvo en a soupé des directives du gouvernement qui ne tiennent pas la route et le constructeur recule en disant... Nous, ce qu'on se rend compte, c'est que notre clientèle veut avoir des véhicules à essence, des hybrides rechargeables. Eh bien, c'est ça qu'on va leur servir. Et j'ai trouvé que c'était un coup d'éclat quand même assez imposant de la part d'un constructeur qui, depuis des années, effectue un passage à l'électrification. Ouais. Là, on était là en 2015-2016 et on nous disait que pour 2020, la gamme complète allait être électrifiée et qu'on allait éliminer les uns après les autres les modèles à essence. Eh bien là, pour le moins qu'on puisse dire, c'est tout le contraire qui est en train de se passer. Et ça illustre à quel point le vent peut tourner rapidement pour un constructeur automobile pour plusieurs raisons. Oui. Et là, tu m'expliques que le X30, lui, qui est de... J'ai un blanc de mémoire. Où est-ce qu'il est fabriqué? En Belgique. En Belgique. À Gand, en Belgique, c'est ça. Oui. Alors, le X30, lui, voit ses prix coupés sérieusement. Ça voudrait peut-être dire qu'on va commencer à en voir un peu plus parce que le frein pour plusieurs acheteurs de ce produit-là, qui est super intéressant, c'est le prix, là. Oui, essentiellement. Puis, avec le fait qu'il soit assemblé en Belgique, on n'est pas exposé à des tarifs comme si, par exemple, c'était à l'extérieur. Donc, ça fait quelque chose pour le X30. Puis, je pense que le X30, c'est un produit qui est un petit peu plus adapté en termes de prix aussi si on coupe. Justement, on fait les coupes qu'on a promis, mais aussi avec la petite variante là, cross-country, là, je pense qu'on a déployé, qui est le premier véhicule, si je ne me trompe pas, cross-country électrique là, chez Volvo. Alors, on a appris certaines erreurs du côté du X90. On a même enlevé certaines technologies, par exemple, de conduite autonome, tout ça, qui n'était pas super bien préparé là, pour le marché. Fait que je pense qu'avec le X30, plus adapté à notre marché, mieux adapté à notre marché avec un meilleur prix, puis aussi d'un format qu'on aime, là. Oui, format qu'on aime, c'est très compact, c'est très citadin comme véhicule, mais c'est le fun à conduire hyper en plus. Performant. Oh my God, c'est une fusée d'accélération. C'est quasiment trop performant pour le format du véhicule. Mais oui, j'ai eu l'occasion de le mettre à l'essai, puis moi, j'ai trouvé pas mal plus adapté, là, c'est mieux. Fait que on vous reviendra avec davantage d'informations sur ce véhicule-là, mais je pense qu'on va en entendre parler un peu plus cette année, dû au fait que ça sera un des seuls électriques chez Volvo et qu'on va mettre davantage d'énergie pour les écouler. Et parlant d'écouler des véhicules électriques, tiens! Ford arrive avec un rabais équivalent au prix d'une Mitsubishi Mirage pour un Mach-E 2025. Ouais, c'est 14 000 là, puis ça s'ajoute à d'autres rabais en vigueur. C'est jusqu'au 31 décembre, selon ce qu'on apprend. C'est pas une grosse nouvelle, parce qu'on veut faire de la place dans les cours. Un véhicule, le Mach-E, qui a des bons côtés, mais qui est aussi d'une ancienne technologie, aussi vite que la technologie évolue dans le monde des véhicules électriques. Donc, ça commence à partir de 40 690 les frais inclus. Puis, on ajoute 2 000 pour le rouage intégral. Donc, ça, c'est la variante de base. Écoute, ça commence à être pas pire. On m'a parlé de ce véhicule-là, puis on m'a dit les rabais sont tellement bons
Puis je peux dire qu'on a, tu sais, au début, on avait des bobos avec le chauffage, on avait des bobos, mais Ford a... Dis donc ce qu'on n'avait pas comme bobo. Ça va le plus rapide, tu dis. Ça s'est beaucoup amélioré. Ça c'est la bonne nouvelle. Ça s'est beaucoup amélioré avec les mises à jour. C'est ça qu'il faut le mentionner. Puis le maquis est là depuis longtemps. Puis je pense que Ford a eu le temps de rendre le produit sérieux et solide. Mais hey... On s'entend qu'on partait de loin, là. Ouais. Fait que, puis c'est un produit qui va demeurer dans la colonne des pertes pour Ford à jamais. Mais aujourd'hui, au prix où il est offert, et quand tu regardes l'éventail de ce qui est disponible sur le marché, ben tu fais OK, là, ça commence à être intéressant. Puis il y a un truc que j'ai toujours apprécié de ce véhicule-là, c'est le fait que la conduite ne soit pas trop générique. Hey, on en conduit des véhicules, là, un Aria, là, puis une Ioniq 5. Il n'y a rien d'intéressant là-dedans en termes de conduite. Là. C'est générique pour mourir. Mais ça, il y a un petit oomph. Et je vous dis pas que c'est une Mustang GT, là. Ben non. C'est pas une vraie Mustang telle qu'on l'a toujours connue. Mais il y a quand même une dynamique de conduite plus intéressante que dans la moyenne des VUS compact / intermédiaire électrique du marché que vous allez retrouver. Alors, gardez ça en tête. Mercedes GLB. Moi, j'avais aperçu la silhouette de ce véhicule-là au dévoilement de la CLA. On nous avait montré, évidemment, puis parce qu'on comprend que c'est juste une variante de la même voiture, là. Il y aura une CLA Shooting Brake destinée au marché européen. Il y aura aussi un GLA qu'on va lancer prochainement. Le GLB, c'est la deuxième application de cette nouvelle plateforme qu'utilise aussi la classe A. Et là, j'ai pas le choix de t'admettre que côté look, j'apprécie pas mal. Mercedes, depuis quelques années, m'ennuie mortellement avec ses designs, mais là, au moins, on a un petit truc qui a un petit charme, qui a un petit côté intéressant. Il ressemble moins à un Chevrolet Orlando en dimanché, là, parce que la première génération du GLB, juste quand tu le regardais de côté, là, tu disais, OK, oui, ça ressemble, c'est un petit peu générique comme look, mais là, avec la... En as-tu parlé au designer de Mercedes que tu trouvais que ça ressemblait à Orlando? J'en ai pas parlé. Tu veux ne jamais être réinvité? Oui, c'est ça. Barré de la liste de courriel. On a un véhicule qui est plus sérieux, oui, sur la plateforme MMA, là, comme tu l'as mentionné avec la CLA. Et puis, on arrive avec un véhicule qui va combiner, en fait, moteur électrique, moteur à essence, qui est hybride. Évidemment, qu'est-ce qui est intéressant avec le modèle hybride, c'est qu'il vient avec une transmission. Bon, là, on parle de composantes qu'on va douter de la fiabilité, mais pareil, il faut le mentionner. Une transmission à 3 embrayages. Donc, c'est une transmission à double embrayage, mais avec un 3e embrayage qui est capable de désengager le moteur thermique s'il y a besoin. Donc, pour favoriser l'efficacité énergétique du véhicule. C'est drôle, moi, tu me racontes ça, puis je fais « Ah! » J'attendrai un peu. Ben, regarde, j'ai pris soin de le mentionner. On va parler de ces composantes-là. Je voulais le mentionner, mais quand même intéressant. 4 cylindres, 1,5 litres là, qui fait équipe avec le moteur électrique. Du côté du véhicule électrique du GLB, avec technologie EQ et non EQB comme on l'appelait avant. On va continuer à enlever les EQ de la nomenclature chez Mercedes. On a le modèle 250 plus EQ à 268 chevaux qui est propulsion. Et puis ensuite de ça, le modèle à rouage intégral, le 350 qui est à 348 chevaux. C'est à double moteur, évidemment. Quand même. Alors ça va arriver sur le marché. C'est un 2027, mais ça va arriver évidemment d'ici peu. Et ça va venir se coller à la classe, à la CLA qui arrive en ce moment, là, grosso modo. Là. Qui est une bagnole quand même assez réussie. En même coup. J'ai très hâte de voir quelle sera la réponse de la clientèle parce que de plus en plus, ce qu'on regarde sur le marché, c'est que les gens fuient ce genre de produit-là. Là. On vend plus beaucoup d'Audi A3 puis de BMW, on n'a plus rien. Là. Le seul problème que j'ai avec la CLA, je trouve que techniquement, ça regarde bien. C'est un véhicule que je suis sûr qu'on a appris. On a appliqué plein de techniques qu'on a appris en développement dans le développement des voitures électriques, mais c'est toujours le panneau d'écran dans le tableau de bord et j'ai l'impression que les conducteurs de berline recherchent un petit peu plus de raffinement que juste des écrans dans leur véhicule. Donc peut-être que ça va être un frein là, à Mercedes et on leur reproche ça depuis qu'ils ont commencé à faire des écrans pour le passager, des écrans pour le conducteur. Parce que ça n'a jamais été ergonomique. C'est tout le temps cauchemardesque à utiliser. Et pas raffiné, parce que si tu le regardes, il n'y a pas le feel Mercedes avec ça. C'est ça qui est dérangeant. Beaucoup de plastique noir piano, etc. Je suis sûr que c'est bien assemblé, mais j'espère qu'à Mercedes, à un moment donné, va prendre en compte que peut-être qu'on veut garder un petit peu plus de look. Le look panneau, peut-être que c'est peut-être pas le chemin à prendre, mais ça, je vais laisser ça au designer d'intérieur. Bon, au retour, on parle avec Hugues et on va parler Lincoln.
Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. Hugues, aujourd'hui, tu nous parles des origines de la très prestigieuse Lincoln Continental. Bon, il y a des années qui ont été plus prestigieuses que d'autres, mais ça a bien commencé. Oui. Avant d'être l'un des noms les plus courants de la gamme Lincoln, la Continental a été l'un des designs les plus célébrés du XXe siècle. En 1951, elle sera seulement l'une des 7 autos exposées au Musée d'Art moderne de New York. Mais au départ, elle était un exercice de style destiné à un seul homme. Bon, les origines de la marque Lincoln, quelles sont-elles? Lincoln a été créé en août 1917 par Henry Leyland et son fils Wilfred. Ces deux derniers venaient de quitter Cadillac, dont ils avaient été aussi les fondateurs, suite à un différend avec le président de General Motors, propriétaire de Cadillac depuis 1909. Si les Lincoln sont réputés pour leurs indéniables qualités techniques, elles ne le sont pas par leur style. En février 1922, la marque est rachetée par Henry Ford. On peut voir 3 raisons à cette acquisition. Il s'agit d'une diversification vers le haut. Il y a potentiellement un désir de revanche parce que les Leyland avaient fondé Cadillac sur les restes de la Henry Ford Company. Et cela offrait une possibilité à Edsel Ford, le fils unique d'Henry Ford, d'exprimer ses talents. Bon, Edsel Ford, évidemment, on connaît un peu son histoire. On sait qu'il y a eu une marque automobile en son nom qui n'a pas été un gros succès. Mais parle-nous de lui. Edsel Ford est né en 1893. Si Henry Ford présente des valeurs traditionnalistes, Edsel est éduqué et possède une sensibilité plus artistique. La relation entre les deux hommes sera très proche, mais aussi souvent très toxique. Edsel sera nommé président de la Ford Motor Company en 1919, mais Henry continuera de tirer toutes les ficelles et défera régulièrement les décisions prises par son fils, voire l'humiliera en public. C'est Edsel qui poussera pour la modernisation des produits Ford. Henry pensait que le modèle T serait éternel et lancera le modèle A en 1927 et la marque Mercury en 1939. Nous revenons à Lincoln. Sous la direction d'Edsel, la marque construit des autos somptueuses et élégantes, mais ses ventes ne décollent pas vraiment. En 1935, ces modèles V12 de la série K ne réalisent que 1434 ventes contre 3636 pour Cadillac et 6894 pour Packard, en excluant les 120 plus proches de modèles Buick. Edsel sent que dans cette Amérique encore durement touchée par la crise de 1929, l'avenir est dans les véhicules de milieu de gamme. Et cela tombe bien car le carrossier Briggs, fournisseur de Ford, lui propose en 1933 des dessins réalisés par le styliste Tom Jarda. 2 concepts sont construits, un à moteur à avant, un à moteur arrière. Ils sont montrés dans l'exposition Exhibition in Progress à l'automne 1933 et au salon de Chicago en mai 1934. La réaction du public, qui préfère le modèle à moteur avant, conforte le choix d'Edsel Ford. La version finale est présentée au millésime 1936. Elle offre des lignes aérodynamiques, mais plus élégantes que celles de la Chrysler Airflow de la même époque, une construction monocoque et un tout nouveau V12 à 75 degrés de 4,4 litres, développant 110 chevaux. Nommée Zephyr, cette auto est proposée en 2 ou 4 portes. Lincoln en écoulera 14 994 exemplaires la première année, un incroyable succès à mettre en comparaison avec les 1515 Model K, vendus environ 3 fois plus cher. La Zephyr connaîtra plusieurs évolutions et sera commercialisée jusqu'en 1942, début des hostilités pour les États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, alors que les Model K seront arrêtés en 1940. Edsel Ford avait vu juste et la Zephyr aura eu le mérite de sauver Lincoln, mais pas que. Bon, présente-nous maintenant les 2 protagonistes du projet. Là. Alors, Edsel Ford aime beaucoup le design et a trouvé en la personne d'Eugene Turenne Gregory, un parfait complice qui partage ses goûts. Gregory est rentré chez Ford en 1931 et Edsel Ford en fera le premier directeur du design de la corporation en 1935. Il a déjà réalisé pour Edsel 2 roadsters uniques en 1932 et 1934. Il a aussi signé avec ce dernier le dessin d'un roadster qui sera produit en petite série en Angleterre entre 1935 et 1941, produit sous le nom de Jensen Ford. Là, nous sommes en septembre 1938 et Edsel Ford désire la construction d'un modèle spécial pour ses vacances d'hiver en Floride. Il souhaite une auto au capot long et bas, avec le pneu apparent installé sur la malle arrière, à la manière de ce qui se fait en Europe. Les 2 hommes se comprennent à demi-mot et Gregory exécute un dessin sur un plan à l'échelle 1/10 de Zephyr en 1 heure. Il en profitera aussi pour reculer les sièges avant et éliminer les marchepieds. Un modèle en argile est rapidement réalisé. Lorsqu'il le verra, Edsel acquiescera un rare sourire et demandera à Gregory de ne rien changer.
Les plans sont alors réalisés et envoyés directement en production sans passer par une maquette à l'échelle 1. Wow. Une Zephyr 1939 cabriolet 4 portes, une version lancée en 1938, est retirée de la ligne de production et expédiée à l'atelier de carrosserie dirigé par Henri Cresselius. Les panneaux de tôle sont fabriqués à la main par martelage et finis à la brasure et au plomb. Apparemment beaucoup de brasure et de plomb, avant d'être peint en gris Eagle. L'intérieur est gris aussi. La partie mécanique n'est aucunement modifiée. L'auto, qui s'appelle alors Special Roadster, est expédiée en Floride le 1er mars 1939. Et là-bas, la Lincoln va faire tourner les têtes. Là. Effectivement, la légende raconte qu'Edsel Ford aurait reçu 200 commandes pour son cabriolet. La vérité est probablement bien en dessous de ce chiffre. Mais l'enthousiasme est réel et Ford téléphone à Gregory depuis la Floride pour demander la fabrication d'un second modèle. L'auto aura plusieurs problèmes mécaniques et la carrosserie artisanale causera plusieurs fuites sous la pluie. Pour ce deuxième prototype, Gregory modifie les ailes et réavance les sièges pour libérer de la place pour les passagers et change les lignes du coffre pour augmenter l'espace de chargement. Peint en noir, il sera intensivement testé par le département d'ingénierie durant l'été 1939. Ce véhicule existe encore aujourd'hui alors que le premier sera envoyé au broyeur courant 1939. Ford envisage une production en quantité limitée et contacte des carrossiers qui ne prennent pas le contrat. Il décide alors d'utiliser les capacités de fabrication interne des modèles K qui sont en perte de vitesse et qui vont bientôt disparaître. Il fixe la date de présentation à octobre 1939 pour le millésime 1940. Pour y arriver, les ingénieurs et designers puisent dans la banque d'organes de Ford, de Mercury et de Lincoln. Les délais sont respectés et 2 modèles de pré-production sont complétés les 3 et 19 octobre 1939. Ces véhicules seront exposés au Salon de l'Auto de New York et de Los Angeles. Le premier modèle de série sera produit le 13 décembre 1939 et sera livré à l'acteur Jackie Cooper. 25 autres seront fabriqués avant la fin de l'année. Bon, c'est pas un modèle à part entière qu'on a fabriqué. Là. Alors tout à fait, le nom Continental est apparu au cours du développement de l'auto. À son lancement, la Continental est intégrée à la gamme Zephyr et ne porte pas de logo Continental, mais cela ne durera qu'une année et elle deviendra une série à part entière à partir de 1941. L'auto repose sur la plateforme de monocoque de la Zephyr et reprend son V12 qui vient de passer à 292 pouces cubes et 120 chevaux. Elle est vendue $2 840 US contre 1770 pour une Zephyr cabriolet 2 portes. Rapidement, un modèle coupé est mis en développement. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'un cabriolet avec un toit rigide soudé à la place de la capote. Un exemplaire de pré-série est fabriqué le 3 avril 1940 et le premier modèle de série est produit le 27 mai 1940. De nombreuses célébrités vont acquérir une Continental et Lincoln construira 350 cabriolets et 54 coupés pour le premier millésime. La Continental aura droit à un important restylage pour 1942 avec un avant nettement plus massif. Ce millésime sera écourté pour cause d'entrée en guerre. Elle connaîtra aussi quelques évolutions mécaniques, dont la désastreuse boîte semi-automatique Liquimatic et le non moins désastreux passage du V12 à 305 pouces cubes. Lincoln sera forcé de réintroduire le 292 pouces cubes courant 46. La production totale sera de 2277 cabriolets et 3047 coupés, soit un total de 5324 exemplaires sur 6 millésimes. La première nouvelle Lincoln d'après-guerre sera lancée en 1949, mais la Continental ne fait alors plus partie de la gamme. Il faut dire qu'elle n'a jamais rapporté d'argent à Ford et qu'elle a perdu ses 2 plus fervents supporters. Edsel Ford est décédé en 1943 et Gregory a quitté Ford en 1946, n'appréciant pas la nouvelle direction. Mais patience, car tel un chat, la Continental ne vient alors de finir que la première de ses nombreuses vies. Ouais. Laissez faire votre clignotant. Entrez directement dans le guide de l'auto. On a l'honneur, messieurs, de recevoir aujourd'hui le président fondateur de SLP Canada. SLP Canada, Hugues, tu sais ce que c'est, toi aussi. Oui. Mais pour ceux qui se demandent quelle est cette entreprise, ben c'est celle qui a donné lieu aux versions de performance de la 4e génération des Camaro Firebird qui étaient fabriquées chez nous à Sainte-Thérèse ou à Boisbriand. C'est encore le débat à savoir si c'était à Sainte-Thérèse ou à Boisbriand. Là, puis la réponse, c'est les deux. Les deux, mon capitaine. Les deux.
les deux. Pourquoi on reçoit M. Terry Maxwell aujourd'hui, qui était président fondateur d'entreprise? Ben, c'est parce qu'il signe le livre que j'ai entre les mains ici, une vraie Bible, une brique quand même assez impressionnante où vous allez retrouver énormément de photos d'archives sur la fabrication de cette voiture-là et toute l'histoire qui vient avec. Alors, Terry, d'abord, merci d'être avec nous, de prendre le temps de nous parler aujourd'hui. Avant de se lancer dans l'histoire des Camaro Firebird, peut-être nous parler un peu de votre histoire, de votre background automobile. Bon, bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir. J'ai reçu mon premier char en 105, puis il ne marchait pas. Donc, j'ai fait marcher, puis après ça, j'ai aimé des chars, parce que, tu sais, comme tous les jeunes, j'ai fait bien des modèles en plastique là, avant. Ouais. Puis là, j'ai commencé à aller aux courses, vraiment. Puis j'ai réalisé vite fait que ça coûtait bien cher courser, là. Donc, j'ai dit, mais là, je peux bien être mécanicien, puis, avoir bien du fun, puis ça coûte pas cher. Puis, tout en attendant, après high school, j'ai fait 3 ans à Montreal Institute of Technology. OK. Diesel and Automotive Engineering. And, ça m'a aidé beaucoup. Puis là, ça commence de même. J'avais mon vieil station wagon plein des outils, puis j'allais aux courses, puis j'aidais tout le monde qui cassait quelque chose ou faire du travail. Puis ça a vraiment changé en 70 avec l'ouverture de Sanair, International Drag Strip. Okay. Parce que tous les gars des États-Unis, ils venaient là-bas courser. Puis ça, c'est des record holders, puis des gars qui ont gagné les nationals, des gars connaissants pas mal. So, les autres, ils n'aiment pas travailler fort. So, j'ai dit, bon, je vais travailler sur ton char. J'ai changé les différentiels, les gears, puis j'ai ajouté les valves, n'importe quoi. Puis ils aimaient ça, c'était gratuit, puis il n'y avait rien à faire. So, avec tout le temps, j'ai fait ça pour plus de gars sérieux. Puis j'ai eu comme $1 million d'expérience, là, c'était impossible d'avoir ailleurs, you know. Ouais, et un de ces gars, c'était El Hamburger, de New Jersey. Il y avait une Duster, il coursait, puis on est devenus des amis. Quand j'ai ouvert Zik, ça dans les 13, parce que je voulais faire des choses à ma manière, pas à la manière de le propriétaire où je travaillais, parce qu'il faisait ça pas correct, puis j'aimais pas ça. Donc, j'ai pour le meilleur, pour le pire, je vais faire moi-même. Donc, vous avez ouvert votre atelier de mécanique à ce moment-là? Oui, en 113. Okay. 10 septembre 113. OK. Puis là, évidemment, vous êtes spécialisé dans la performance, les muscle cars, ce genre de bolide-là. Absolument. OK. SLP, c'est arrivé comment? Parce que ça a été fondé, bien évidemment, avant le contrat avec General Motors, là. Absolument. Ed Hamburger, on a toujours resté en contact parce qu'il fait bien des pièces spéciales pour les moteurs de course. Donc, j'ai acheté beaucoup de choses sur lui. Il a fait des pannes aluminum de course. Anyway, so, puis après que, mettons, en 92, il a réussi à convaincre Pontiac de laisser lui offrir l'option Firehawk. Ouais. $4 000 en plus sur les Firebird pour 93. Il y a vraiment le Camaro Firebird de changer aux États-Unis à Boisbriand. Exact. Puis, so là, Ed, en 92, Ed m'appelle de même, out of the blue, et dit, « Hey, Terry, qu'est-ce que tu fais? J'ai bien de travail, j'ai un gros shop, puis on a bien du fun. » Il dit, « Ben, veux-tu faire un 200 Firehawk pour nous autres? » Ben, il n'y a rien là. On va le faire for sure, you know. Parce qu'on fait 200 chars, mais chaque char est différente, you know, pour les différents clients. Ouais. C'est bien plus difficile que faire 200 chars pareils. Ouais. C'est comme ça que j'ai fait ça. So, fait que les premières voitures qui ont été faites, c'est 200 Firebird. Puis c'était quoi quelles étaient les modifications qui étaient apportées sur ces 200 premières bagnoles-là? OK, on a installé un hood en fibre verre avec des entrées d'air. Ouais. Pour Ram Air, you know? Ouais. Puis ce hood était fait à New Jersey. Ça là, puis là, on a mis des roues du 7 pouces avec des tires Firehawk, puis des sorties d'exhaust, puis des décales. Je pense que la première année, c'était juste ça, les options. Fait que c'était rien de super compliqué, là, à la base. Non, ben ça,
je savais aussi, c'est ça, la chose le plus difficile, c'est peinturer. Celui qu'on match la peinture de GM, que fait ça à haute température, avec toutes les vrais paint booth, puis nous autres, on peinture à main, là, de même. Une chose très technique, si tu prends 2 chars rouges qui viennent de la même journée, même, tu ne pourras pas prendre le hood le capot de puis le mettre sur l'autre. Non. Parce qu'il y a 2% de différence dans le couleur. Dans la pigmentation de la peinture. Mais change les capots, puis ça ne marche pas. C'est pour ça qu'on avait 7-8 variantes sur chaque couleur. Ben oui. Pour être capable d'avoir la bonne. Mais la question que j'ai pour vous, c'est pourquoi est-ce que General Motors faisait ça en sous-traitance et ne les assemblait pas tels quels à l'usine de Boisbriand? Ben, ici, ça, c'était pas un job de GM. Ed Hamburger a développé tout le programme, toutes les pièces, puis il a fait approuver les pièces par Pontiac, puis il était légal pour mettre sur une voiture neuve. Puis il a offert ça à GM comme a clean hands, nettoyer. Il n'y a rien à faire, juste nous donner le code R6V ou whatever it was there pour mettre sur les chars. Puis il va avoir un char plus performant qui va faire les couvertures de tous les magazines dans le monde. Ouais, c'est ça. C'est important, c'est vendre des chars, ça. Pour GM, pour les autres aussi. Puis, mais General Motors vendait ces voitures-là comme des voitures entièrement fabriquées par General Motors et garanties par General Motors. Oui. Ben, nous autres, on garantit ça de notre côté, là. OK. Notre côté est tout garanti par nous autres, 100%. Puis, c'était très, très... Il y a tellement de raccoins quand tu travailles avec un OEM manufacturer comme GM, là. Oui. Faut que tu fasses tous les règlements pareil que nous autres, là, pareil que eux autres. Puis, c'est assez compliqué, puis les inspections de qualité étaient énormes chez nous. OK. Puis, mais en même temps, j'imagine que c'est un contrat qui devait être relativement lucratif. Là, quand General Motors arrive puis vous dit on veut avoir X nombre de Firebird, X nombre de Camaro, c'est quand même un contrat très intéressant puis relativement simple à exécuter par rapport à des demandes individuelles de consommateurs. Ça, c'est une grosse question. Il y a tellement de réponses, c'est ça, tellement des choses faut qu'on adapte pour être légal puis être au niveau de qualité que GM voulait. Là. OK. Puis était tout straightforward, mais juste 200, 500, 750, puis la 4e année, on est rendu à 8000. Oh là là! 750 à 8000 chars d'un coup. Et là, laissez-moi comprendre ça, là, parce que 8000 voitures, vous aviez un atelier à La Chine. Alors, il fallait que General Motors transporte ces 8000 voitures-là depuis l'usine de Sainte-Thérèse ou Boisbriand jusqu'à la Chine. Comment est-ce que vous faisiez pour gérer un tel inventaire de voitures et de pièces? I know. Wow! For sure. Les premières 3 années, là, il était très, très bon. Puis, chose très intéressante, notre qualité était toujours au top. Là, OK. Puis, rendu après juste le 200 puis le 500 chars, rendu à 95 model year, GM nous a laissé self-certifier, certifié par nous-mêmes. OK. Il n'y a aucun char qui retournait à l'usine pour être inspecté. OK. So, ça, c'est un grand honneur. Là, parce que vous aviez gagné la confiance du constructeur automobile qui vous permettait à ce moment-là de mettre un sceau d'approbation puis de qualité sur le produit. Oui. Voilà, OK. On a même inspecté la partie de GM. Ah! Tout l'intérieur, tous les switches, les lumières, tout. Ouais. Avez-vous découvert des surprises? On a trouvé bien des surprises. Ouais. Puis GM a pris ça très bien, puis on a fait pourquoi il y a ça revient peut-être. Puis on a réparé ça gratuit pour GM. Ils nous laissent des pièces, là. OK. Comme ça, tous nos chars étaient meilleurs que le Firebird qui sortait de l'usine, Wow! Pour moi, ça a toujours été juste des choses normales, Et ça aidait à GM. Ça aidait à GM de passer une étape. Vous étiez comme la dernière étape pour ce véhicule-là. Oui. Puis
toujours un win-win pour tout le monde. You know what I mean? On n'a jamais fait rien juste pour nous autres ou juste pour eux autres ou whatever. Puis, vraiment, il y avait de confiance en nous autres, mais moi, j'ai jamais joué avec la confiance. Là. Moi, c'est mon honneur, mon réputation, c'est la seule chose qui compte. Puis, j'ai jamais fait des coins, couper des coins rien de même pour avoir l'argent ou avoir n'importe quoi. Mais là, je veux revenir. Mais je veux revenir à cet inventaire que vous deviez gérer, là, probablement à partir de l'année fin 96, quand les modèles 97 sont arrivés. Là. Il y a eu les Camaro SS puis les Firehawk qui ont été fabriqués en série, qui devenaient des modèles, les packages WS6. Là. Ça devait commencer. Il y en a eu beaucoup de ces voitures-là. Donc, vous deviez gérer un inventaire gigantesque, là. Absolument. Il y a des photos dans le livre avec des tires, des routes tires, des jambes, j'ai vu ça partout. C'est capotant, là. Oui, je capote, puis j'étais là. You know, j'ai fait le livre, là. You know? Puis on a fait tout ça. Mais c'était juste un jour à la fois. You know, so, puis, mettons, 95, 750 chars, puis 8000, 8000, là, en 96, là. Ouais. C'était juste normal. Là. On a commencé de même, puis on a engagé comme 80 gars par mois. Là. C'était incroyable. De 50 à 275 employés dans un an. You know? Wow! Quand même. En gardant la qualité. Oui. Puis là, on était ISO certifié en même temps. Mm-hmm. Mais aviez-vous l'espace et les installations pour être capable de gérer un tel niveau d'inventaire? Est-ce qu'à un certain moment donné, vous êtes arrivé puis vous étiez comme au bord du gouffre à dire là, on n'est plus capable d'en faire davantage ou ça allait encore bien? On a toujours été au bout. You know? Une fois à la Chine, j'avais juste 11 000 pieds carrés en 94. Puis ils nous envoient 5 loads de chars. Ça s'appelait 40 chars, là. Puis ils rapportent rien. Okay. On était pris avec 44 chars pour mettre dans 11 000 pieds carrés, là. Pour la nuit, là. Moyen. Ça c'était quelque chose. Rendu à 95, on savait que le Camaro commençait, puis le Camaro, il a figuré 3-4 000 de Camaro, là. Plus, on va voir le WS6, un autre 3-4 000. So, on a trouvé à La Salle, sur le boulevard Dollard, il y avait des installations de militaires. Mm-hmm. OK. Des grosses bâtisses, 80 000 pieds carrés, la bâtisse. Il y a bien des cinémas qui jouent là encore. Là. Ils font des cinémas là-bas. Ouais, c'est des bunkers, là, ça, $. Ouais. So, on a trouvé ça, puis on a commandé ça, on a pris 40 000 pieds carrés premièrement, puis un autre 40 000 plus tard pour l'hiver. Puis on a tout modifié ça nous autres mêmes. Nous avons peinturé, puis tout le kit comme on fait toujours. Puis on était prêts pour les 96 quand ils sortaient. Puis, mais il y a juste comme 2 semaines downtime dans l'été. You know, entre le changement des modeliers. You know, ça n'était pas 5 ans à travailler. Là. Ouais. Mais, on est habitué à faire ça, anyway. Puis tous les employés, ils ont acheté ma culture. You know, ils ont embarqué dedans. Ouais. On avait des gars qui disaient, j'aime pas ça, bon, tu vas ailleurs. Il n'y a pas ici. On n'engage même pas là. Ouais. So, for sure, on avait des bons team members là, puis ils ont pris ça à cœur que tout le monde tirait dans une bonne direction tout le temps. Il y avait une fierté d'accomplir le travail là-bas puis d'arriver avec un produit de qualité à la fin. Incroyable ça. Puis c'était là jusqu'à la dernière char qu'on a faite en 2002. C'est ce qu'on ressent aussi à la lecture de votre livre, parce que on voit le niveau de passion qui a évolué au fil des années. On regarde, oui, non seulement les images, mais comment les voitures ont évolué, ont gagné en performance aussi, parce que c'est des autos qu'il fallait réussir à bien faire vieillir. Quand la Camaro avait 8-9 ans d'âge, ben c'était une voiture qui devenait peut-être un petit peu moins prisée qu'à ses débuts. Et quand même, ça demeurait une bagnole qui se distinguait, qui se démarquait par son niveau de performance, surtout à côté d'une Mustang qui était sa principale rivale, qui ne l'avait pas pantoute, on va se le dire. Là. Fait que c'est des autos qui avaient très, très bonne réputation en matière de performance aussi, là, même au tournant des années 2000. Ouais. Est-ce que... On restait...
On restait très, très bien, puis très bonne suspension, les freins, tout était... Le char était remarquablement dessiné, bien fait, là. Ouais. Est-ce que vous en avez encore une aujourd'hui? Non, je l'ai vendu, là. Moi, je suis mécanicien, là. Moi, je fais des moteurs de restauration, puis je fais bien des carbureteurs, puis des tuning comme hobby, là. Ouais. Mais c'était impossible de travailler sur ces chars-là. Comment le moteur a fait, puis injection, toute l'équipe. C'est pas mon bag. OK, je comprends. Puis, avoir des chars que je peux pas travailler là-dessus, là, c'est pas le fun, non. C'est pas. À quel moment est-ce que vous avez appris que le contrat allait se terminer avec General Motors? Comment vous avez appris ça? En 97, là. Quasiment c'était quand on a commencé le Camaro, on savait que dans 5 ans, là, il ne serait plus rien, il va se fermer. C'est pour ça qu'on est allé dans Overdrive pour trouver d'autres clients. Moi, puis Kevin dans Composites, puis John Sullivan, mon bro à droit. Ouais. On a voyagé partout, rencontré toutes les manufacturiers de n'importe quoi là, pour des composites ou s'il y avait besoin de quelque chose. Pour essayer de trouver assez de travail pour qu'on reste en vie. Parce qu'on avait des connaissances incroyables. Ça, c'est le plus grand réussite. T'appelles ça Tier 1, c'est comme marié à GM. Second stage manufacturing, c'est-à-dire que ça fait dehors l'usine. Ouais. Puis si tu prends Callaway, puis Saline, puis Shelby, là, tous les autres ensemble, ils n'ont pas fait la moitié de ce qu'on a fait. Ouais. C'est une très, très, très grande réussite pour tous nous, les Québécois, les travailleurs, puis mouler tous les panneaux ici. C'est incroyable. C'est pour ça que je voulais écrire le livre pour faire honneur à tous les membres de l'équipe, le travail qu'ils ont fait. Parce que moi, je n'ai pas fait rien. Là. J'étais le conducteur un peu plus dur, là, mais c'est les autres qui ont fait tout le travail. C'est les autres qui ont cru en la culture que j'avais, puis les bénéfices de travailler ensemble, jusqu'à la fin des jours. Là. Ouais. Et là, évidemment, votre livre, aujourd'hui, il est distribué où, ce livre-là? On le retrouve juste par moi-même. Par vous-même, mais on vous contacte comment, mettons? Vous avez votre site web? Un courriel seulement, slpcanadabook@videotron.ca. slpcanadabook@videotron.ca. OK, parfait. Ouais. Alors, l'adresse téléphone, puis après ça, parce qu'au moins, je peux aller juste une place pour toutes les commandes. Parce que la première semaine, le 28 août, j'ai eu les livres, puis j'ai posté sur Facebook, j'avais 365 commandes la première semaine. 365 c'est bien quand même. J'étais débordé, là. C'est bien. Comme avec les Firebird. Un petit bout avant que je rattrape, on vient au milieu de novembre quand j'étais à date, là. Comment vous dealez avec ça, vous, la grève de Post Canada? Non. J'ai envoyé Pearl Later, c'est tout. C'est ça. Au Canada, c'est tout Post Canada. Au Pearl Later, puis les États-Unis, c'est quasiment tout Pearl Later. Okay. J'ai vendu en France, en Finlande, en Australie, en Hawaï. Ah ouais, hein? Pas mal, là. Au total, est-ce que vous savez combien de voitures vous avez modifiées? 51 000 passées, là. 51 000 voitures qui sont passées dans votre entrepôt, dans vos installations à la Chine. C'est quand même quelque chose, là. Wow. On avait 80 000 pieds carrés. Pour les chars à l'intérieur, puis on avait 200-300 chars dehors, tout le temps. Incroyable. Wow. Monsieur Maxwell, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Évidemment, à l'approche des fêtes, ceux qui cherchent un cadeau de Noël à offrir aux amateurs de voitures de performance et aux amateurs d'histoire d'automobile du Québec, je pense que cet ouvrage-là est un incontournable. Alors, on va répéter l'adresse web là, pour ceux qui veulent se le procurer. Vous pouvez aller chez mon ami Showtime Muscle Car à Laval, qui a quelques copies dans son atelier. Il y a quelques garages là, en périphérie de l'île qui en ont quelques copies à vendre, mais sinon, c'est SLP Canada, vous m'avez dit quoi? SLP Canada Book. SLP Canada Book à Videotron.ca. C'est ça. Parfait. Ça. Puis aussi, ils sont disponibles à Fitzback Garage à Sainte-Madeleine, sur le site web de le magazine V8 Passion. Oui. Puis Para Performance aussi à Terrebonne. Parfait. Okay. Merci beaucoup, M. Maxwell, de nous avoir parlé aujourd'hui. Puis bon succès avec ce livre-là que j'ai dévoré, honnêtement.
Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir. Le guide de l'auto. Antoine, la semaine dernière, tu as passé la semaine à essayer un véhicule électrique qu'on attend depuis un bon bout de temps quand même, la Kia EV4. Oui, la première d'une longue série de nouveautés électriques qui vont arriver chez Kia. On est allé du côté de Barcelone, en Espagne, pour essayer cette voiture-là. Et j'ai trouvé ça intéressant comme question parce que j'ai posé, évidemment, j'ai interrogé les gens de Kia à savoir pourquoi est-ce qu'on faisait ça à Barcelone, en Espagne. De plus en plus de programmes auront lieu en dehors des États-Unis parce que les coûts aux États-Unis ont explosé et parce qu'il y a des gens à travers les compagnies qui veulent de moins en moins y aller. Alors ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et l'autre truc, c'est que le V4 qui devait être vendu aux États-Unis ne le sera finalement pas, ce qui fait de cette voiture-là une exclusivité nord-américaine. Mais la raison pour laquelle on peut l'avoir, c'est parce que le partage des coûts d'homologation de cette voiture-là ont été faits avec les États-Unis qui devaient initialement la vendre. Et ça fait en sorte qu'on peut non seulement la vendre chez nous, mais la vendre à prix très compétitif. Je vais tout de suite en venir au prix, là. C'est la voiture électrique la moins chère qu'on puisse se procurer en 2026 sur le marché canadien. Pas dans l'absolu parce que Fiat met encore des rabais gigantesques sur une 500e qui est beaucoup trop chère à la base. Mais le PDSF d'une Fiat 500e, c'est 39 995. Le PDSF d'une Chevrolet Bolt 2027, c'est 39 999. Et le PDSF d'une Leaf, c'est 44 998. Eh bien, cette voiture-là, qui est forcément plus confortable, plus stable, qui a beaucoup d'avantages, incluant une autonomie qui est quand même considérable, bien, c'est 38 995 en prix d'entrée, ce qui en fait une voiture, grosso modo, à peu près 2500 $ plus cher qu'une Civic hybride de base quand tu considères qu'il y a 2000 $ de subventions qui viennent s'appliquer sur cette voiture-là en 2026. Alors, c'est super intéressant comme formule. On est carrément dans le même format qu'une Kia K4. Là, on est 20 mm plus long. Longueur identique à celle d'une Tesla Model 3. C'est un peu hasard. Mais une Tesla Model 3 équivalente à ça, ça coûte 65 000 $. Oui, c'est rendu et très là, dispendieux. Bon, évidemment, le modèle à 38 995, et ça exclut les frais de transport-préparation, là. C'est le modèle avec la petite batterie de 58,3 kWh, ce qui vous donne 391 km d'autonomie. Ce qui est déjà très bien. Quand même pas mal, Mais si vous déboursez 4 000 $ de plus, vous allez bénéficier d'une pompe à chaleur, pratique l'hiver, et vous allez bénéficier d'une batterie de 81,4 kWh. C'est plus la même game, là. Et là, tu as 553 km. Moi, j'ai une petite question. La voiture, en photo, elle a une allure quand même assez spéciale, c'est assez original. Est-ce qu'elle présente bien en vrai? J'ai beaucoup aimé. Ah ouais. J'ai beaucoup aimé, et plus que la K4. D'accord. Honnêtement. D'accord. Mais... Non, mais c'était justement pour ça, parce qu'il y a des voitures, tu les vois en photo, elles font bizarre, et en vrai, c'est complètement une autre dimension. Et c'est le genre de voiture qui, moi, justement, m'intriguait à ce niveau-là. Et en fait, toi, tu dis en vrai, elle a vraiment de la présence. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est très original. J'aime le fait que le museau soit plongeant, que les proportions soient inhabituelles. Ça va bien avec l'électrique. Tu n'as pas besoin d'avoir une grosse grille de calandre à l'avant. Tu sais, c'est un des avantages d'un véhicule électrique. Puis c'est une auto très aérodynamique, 0,23 de CX. Le seul bémol, c'est que l'ouverture du coffre est minime. Mettre une poche de hockey dans le coffre, c'est un sérieux défi. Alors ça, c'est dommage, parce qu'évidemment, la lunette arrière est très élancée et ça fait en sorte que ton ouverture est limitée. Aussi, donc tu ne restes pas... Puis, il existe une version hatchback qui est vendue sur le marché européen, mais qui est fabriquée en Slovaquie et qui ne pourrait donc pas être vendue chez nous parce que, de toute façon, l'exercice d'homologation n'a pas été fait pour cette auto-là. Donc, elle pourra pas, la version hatchback ne pourra pas venir chez nous. Elle arrivera plus tard, le V3, qui, lui, va venir rivaliser avec la Bolt, avec la Leaf, etc. Donc, mais cette bagnole-là, tu sais, c'est aussi une voiture, hein? Puis, il ne faut pas oublier ce que ça veut dire. Ça veut dire centre de gravité plus bas. Ça veut dire conduite plus inspirante. Et je ne vous dis pas là, que c'est amusant comme une Mazda MX-5, mais c'est certainement moins générique à conduire que bien des véhicules électriques. Position de conduite, ça va. Ça manque un peu de dégagement à la tête, là, si vous prenez un modèle avec un toit ouvrant, notamment. Ça, c'est peut-être le petit bémol. Mais
ça roule, c'est doux, ça ne consomme pas grand-chose. La consommation moyenne là, annoncée, tu as 14,7 kWh par 100 km. C'est exceptionnel. Puis dans le pire des cas, si tu prends un GT Line sur route 19 pouces, tout équipé, ta consommation est estimée à 16,7 kWh par 100 km. Alors, c'est vraiment pas grand-chose, considérant que la consommation d'une Niro électrique, c'est 18,5. Alors, tu sais, c'est vraiment une machine qui m'a impressionné. Ça arrive en janvier. Moi, j'ai l'impression que la majorité des gens vont aller vers le modèle Wind là, avec la grosse batterie. Oui, clairement. Il y a des chances là. Et c'est une voiture à traction, 201 chevaux. Ça accélère promptement. Les reprises, c'est plus laborieux. Mais on attend une version à 4 roues motrices pour la fin de l'année prochaine. Et là, évidemment, ça va être 2 moteurs, donc plus de puissance, mais ça va coûter en autonomie. Ouais. Alors, on verra quelle sera la réponse des gens. Mais moi, je pense que Kia a de bonnes chances de réussite avec cette voiture-là, surtout pour les versions d'entrée de gamme. Et on est dit que tout va être disponible dès le jour 1. Ce n'est pas uniquement des GT Line, puis éventuellement, on va donner des moins chers. Là, tout arrive en même temps. Ça, c'est alors, ça, c'est une bonne nouvelle. Rapidement, Louis-Philippe, tu nous parles du Nissan Rogue Lander. Oui. Le Nissan Rogue PHEV. Il n'y a pas de version Rock Creek. Non, pas encore. On est surpris. Écoute, c'était le vilain défaut du Nissan Rogue de ne pas avoir de variante hybride. On le reprochait tout le temps parce que c'est quand même un véhicule populaire, mais vraiment désavantagé dans le segment. Nissan a une technologie hybride qui est commercialisée, notamment en Europe en ce moment, qui s'appelle e-Power, mais pas encore tout à fait prête pour le marché nord-américain. Alors, Nissan tire un petit peu partout en ce moment pour mettre des véhicules dans les concessionnaires. Et le move, ça a été d'emprunter la plateforme du Mitsubishi Outlander PHEV. Puis pas juste la plateforme. Le Mitsubishi Outlander. C'est ça. Emprunter le Mitsubishi Outlander PHEV et pour le mettre dans le catalogue Nissan, en fait, comme vous le dites, qu'est-ce qui change? C'est les insignes et la garantie, évidemment, parce que la garantie Mitsubishi, elle est très alléchante à 10 ans, 160 000 km. Et puis, chez Nissan, c'est 5 ans, 100 000. Donc, on n'a pas transposé de la garantie. Par contre, tout est là. Écoute, c'est pas une mauvaise idée parce que c'est pas une mauvaise technologie. Le 2,4 litres, oui, il est gourmand quand la batterie, elle est vide. Par contre, le système en tant que tel fonctionne bien. Le véhicule est confortable. On peut pas faire beaucoup de reproches. Puis on sait que c'est fiable. Donc, Nissan ne salira pas son nom là, dans les prochaines années avec ce véhicule-là. Mais tu veux dire dans la prochaine année? Parce que tout laisse croire qu'on va vendre ça 1 an avant que le nouveau Rogue arrive. Et puis là, ça n'aura plus de pertinence. En fait, oui, selon qu'est-ce qu'on veut penser, c'est ça. Nissan veut attendre avec la nouvelle technologie e-Power de voir ça va être quoi le take rate. Évidemment, on l'a calé, ça va être hybride traditionnel, technologie e-Power avec la nouvelle génération, donc tout le nouveau look. Ce véhicule-là va demeurer jusqu'à temps que la demande ne soit pas parce que justement, il n'y a pas vraiment d'excuse de ne pas le garder ou de le garder. Ouais. C'est un véhicule qui existe déjà chez Mitsubishi. On le prend puis on l'emprunte. Justement, c'est quoi l'intérêt de choisir le Nissan par rapport au Mitsubishi? Est-ce qu'il y en a un? Ben, on n'a pas le prix encore, fait qu'on ne sait pas comment ils vont le vendre. Non, mais ça, c'est une affaire. Ouais. Puis ben là, j'ai mentionné la garantie. OK, oui, il y a ça, mais ça se joue sur ces deux éléments-là, parce que le reste, c'est pas mal. Oui, mais il y a un autre truc, c'est que le Rogue Lander, je l'appelle comme ça, le Rogue Lander, il est disponible uniquement dans un modèle super luxueux, alors que l'Outlander, tu as 4 niveaux de finition. Oui, il y a ça aussi. Moi, je regarde ça, puis ça me rappelle la Volkswagen Routan. Oui. Il n'y avait pas de raison d'aller chez Vaux pour acheter ça. T'achetais une caravane. Et personne n'y est allé. Écoute, c'est ça. J'ai l'impression que qu'est-ce que ça donne en ce moment, c'est que quand quelqu'un va rentrer dans un moteur de recherche Rogue hybride, il y a quelque chose qui va sortir. Ouais. Il y a de l'activité chez Nissan. Ouais. C'est ça qu'on cherche en ce moment. C'est pas méchant, mais je pense... Moi, je me mets à la place du consommateur. Ouais. C'est quoi l'intérêt pour le consommateur? Moi, je me mets à la place du vendeur Mitsubishi qui doit gratter son bureau parce que... Nerveusement. Ben oui, parce que l'Outlander PHEV chez Mitsubishi, c'était le pain et le beurre. Là, évidemment, avec le retrait des subventions ou la diminution forcée des subventions, ben, les ventes baissent drastiquement. Et moi, ça me donne un peu l'impression que pour continuer de fournir, pour continuer de justifier la vente de modèles, on fait des alliances. On continue de produire au même rythme, mais on va vendre dans un réseau plus large. Exactement. Parce que c'est le même véhicule, là. Tu changes l'emblème, tu rajoutes un réflecteur sur le coffre en arrière, tu mets des roues noires, puis ça s'arrête là. Puis il faut dire que le Mitsubishi Outlander PHEV, l'an prochain, va avoir une plus grosse batterie, d'autres technologies, etc. Donc, ce n'est pas transposé dans le Nissan Rogue PHEV pour l'instant. Le quoi?
Nissan Rogue PHEV? Roguelander qu'on dit. Non! Oui. Non. C'est sûr. C'est pas moi qui dis ça. Je vous le dis, là, quand je vais emprunter le véhicule pour le mettre à l'essai chez Nissan, je vais personnellement aller faire un sticker que je vais mettre sur le coffre. Ça va me faire grand plaisir. C'est bien toi, ça. Merci tout le monde d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Bonne semaine tout le monde. Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.